Bienvenidos al programa de la revista de la universidad. Este mes abordamos los procesos de descolonización en el mundo actual. Para ello, tenemos hoy con nosotros a Françoise Vergès, que se conecta desde París. Ella es una politóloga francesa, feminista, especialista en estudios postcoloniales. Nació en la isla de la Reunión. Esta isla fue una colonia francesa, se sitúa al este de Madagascar, es decir, que está más cerca de África y de India, es decir, está en el Océano Índico, que de Francia, a la cual perteneció, y ahora forma parte del Estado francés en un régimen que se llama Departamento de Ultramar. Françoise ha vivido en Argelia, que fue también una antigua colonia francesa en el norte de África, en Berkeley, en Estados Unidos, donde hizo sus estudios, y en Francia, donde ha ejercido en distintas instituciones, instituciones que retoman un poco lo que sucedió con la esclavitud, con el colonialismo, y ahorita se dedica sobre todo a escribir libros. Los últimos de sus libros son Un feminismo decolonial y también publicó en 2020 una teoría feminista de la violencia. Ambos están en proceso de traducción. Bueno, muchos ya están, el feminismo colonial ya está traducido y el otro está en proceso de traducción a muchos idiomas. Falta el español. Esperemos que pronto eso suceda. Bueno, Françoise, bienvenue sur les écrans mexicains. Comment vous portez-vous? Comment se porte Paris en ces temps si difficiles? Moi, ça va bien, ça va bien, mais la situation est assez difficile parce que d'un côté, évidemment, il y a toutes les restrictions à cause de la pandémie et en même temps des lois que le gouvernement passe qui sont des lois liberticides, qui sont des lois très répressives. Donc on a une situation de plus grande pauvreté, beaucoup plus de personnes pauvres, sans travail et un gouvernement très néolibéral. Ouais, ça pourrait faire le sujet de toute une discussion aussi. Bon, revenons alors plutôt à notre sujet, qui est un peu l'histoire de la décolonisation. Donc, je voulais savoir, Françoise, si avec les indépendances des anciennes colonies françaises, en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique, est-ce que l'histoire coloniale de la France se termine avec les Non, indépendances? non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est une illusion très ancrée en France, toujours, que la colonisation s'est terminée en 1962 avec l'indépendance de l'Algérie et que là, le chapitre était clos et qu'on pouvait aller vers autre chose. C'est une conviction très, très profonde. Et donc, il faut détricoter tout cela et faire comprendre que les siècles de colonisation esclavagiste et post-esclavagiste que la France a menés n'ont pas pu disparaître comme ça. C'est pas un jour et puis hop, c'est parti. Et de montrer que l'indépendance est une étape de la décolonisation, mais n'est pas l'étape ultime. Et que les mouvements de libération l'avaient compris, puisque Frantz Fanon parlait de la décolonisation comme un processus historique, quelque chose qui se poursuit. Et nous sommes, je pense, dans une nouvelle étape en ce moment. D'accord. Que faut-il encore donc décoloniser? Bon, d'une part, si on parle de la France a toujours des territoires sous sa domination, hein, dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et des îles du Pacifique, dans les Caraïbes, Martinique et Guadeloupe, en Amérique du Sud, la Guyane, et dans l'océan Indien, l'île de la Réunion et Mayotte. Bon, d'une part, donc c'est un État toujours colonial. Mais d'autre part, le grand projet de décolonisation de ce qu'on a appelé les mentalités, la production du savoir, la manière dont les choses sont enseignées, que ça aille de l'architecture à la médecine, en passant par les arts, tout cela est toujours à décoloniser. Il y a vraiment aussi toute une lutte contre le racisme qui est extrêmement important et qui du coup rejoint la lutte contre le sexisme, les luttes contre les violences contre les femmes, la violence systémique, structurelle du patriarcat contre les femmes. Ouais. Que vous diriez-vous que serait-il ce qui fait de la décolonisation ou des études décoloniales, de l'activisme, de la lutte décoloniale dans l'espace de la francophonie? Quelle est sa particularité Déjà par en rapport France, aux autres? Oui, aux oui, autres. déjà en France, il faut beaucoup lutter contre une élite, contre des castes universitaires, médiatiques, politiques, qui ne veulent absolument pas entendre parler de racisme structurel et systémique, ne veulent pas.
Et les antiracistes sont traités de racistes à l'envers, que nous serions en train de faire du racisme anti-blanc. Il y a ça, et la deuxième chose, il y a aussi une très grande résistance au passé colonial, à comprendre comment le passé colonial continue à effectivement à modeler la société. Donc le combat en France dans l'espace francophone et ensuite la France, l'État français a de très mauvaises relations avec ses anciennes colonies, en Afrique surtout, parce qu'en Asie, les colonies d'Asie sont beaucoup plus éloignées de la France, mais la France continue à intervenir militairement en Afrique. Les grandes corporations françaises continuent à exploiter l'Afrique. Donc il y a toujours une relation raciste et d'exploitation et d'extraction très forte de la France envers ses anciennes colonies et toujours envers ce qu'on appelle les Outre-mer. Bien sûr. En fait, la France étant une puissance culturelle, il y a aussi une certaine couverture, je ne sais pas, une manière de faire une espèce d'impérialisme culturel, si l'on veut, avec, justement avec toutes ces institutions culturelles francophones et juste la francophonie, une manière de mettre sous le couvert de la culture une colonisation peut-être plus profonde. Oui, d'une part, et d'autre part aussi de ne pas avoir travaillé sur le fait que cette langue a été la langue du colonialisme, a été la langue aussi du racisme, et toujours la langue de la domination. Donc il y a un côté neutre comme cela, et puis effectivement, n'oublions pas que la France, quand elle a quitté ses colonies, n'a rien laissé derrière au niveau de l'enseignement. Il y avait quoi, 3 instituteurs pour 10 000 enfants, ou je ne sais pas, enfin des chiffres comme ça. Et c'était absolument un désastre, que ce soit à Madagascar, en Algérie, au Sénégal. Donc il y avait une toute petite groupe qui pouvait accéder à l'enseignement. Donc il y a, et ensuite la France s'est imposée. La France a écrasé les langues. Il fallait apprendre que le français. Moi, quand j'ai grandi, je ne devais apprendre que le français, surtout pas le créole, ma langue, la langue de mon pays. Et là, l'impérialisme culturel joue de plusieurs manières. Et ensuite, comme la France, elle est plus puissante, c'est aussi un chantage, c'est-à-dire si vous voulez être publié, si vous êtes artiste et que vous voulez être montré, eh bien, il faut que vous acceptiez des conditions que la France vous impose. Donc oui, il y a un impérialisme culturel très fort. Vous parliez d'un racisme, des antiracistes qui sont accusés de racisme et d'une histoire de racisme anti-blanc. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu cela? Oui, alors la France s'est toujours présentée comme un pays non raciste, hein, que c'est les autres pays partout dans le monde, mais pas la France. La France, c'est le pays de l'universalisme, d'un grand universalisme, et le pays des droits de l'homme, la patrie des droits de l'homme. Donc, par exemple, quand j'explique aux féministes blanches françaises que certes, les femmes n'avaient pas de droits au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, le droit de divorcer, d'aller à l'université, d'être médecin ou notaire, elles avaient un droit, c'était celui de posséder des êtres humains. Elles pouvaient être à la tête de plantations, elles pouvaient être esclavagistes. Donc, il y a l'esclavage et la colonisation ont traversé la société française depuis des siècles. Et ça, c'est très, très, très insupportable à beaucoup de Français. Et il y a une autre chose aussi, n'oublions pas que c'est une république qui a vraiment construit le deuxième empire colonial. C'est sous la Troisième République que le troisième. Et on a donc des grands républicains qui sont des icônes en France, qui sont les grands hommes de la France et qui étaient des grands partisans de la colonisation et qui ont écrit des choses très racistes. Donc il s'agirait pour la France elle-même de se décoloniser. La société française doit se décoloniser elle-même. La décolonisation, ce n'est pas seulement pour les personnes qui ont été colonisées, c'est aussi pour les colonisateurs. S'ils veulent se débarrasser des idées qu'ils ont dans la tête, il faut qu'ils se demandent pourquoi ont-ils consenti pendant si longtemps à toutes ces idées et qu'ils y consentent encore, puisqu'aujourd'hui la France, les études montrent que le racisme est structurel dans l'emploi, dans le logement, dans l'accès à la santé, la violence policière qui vise les jeunes noirs et les jeunes arabes, les femmes racisées, comme on dit, c'est-à-dire les femmes noires et maghrébines ou asiatiques, qui sont majoritairement employées dans des postes de femmes de ménage, de caissières, des postes sous-payés,
où elles sont exploitées, où il y a énormément de violences sexuelles et de violences raciales. Et tout cela est très difficile pour une grande partie de la société française à admettre. Bien sûr, cela me rappelle, vous disiez dans un autre entretien que, et je l'ai vu moi-même, que dans les parcs publics français, dans les jardins publics, on voit énormément d'enfants blancs avec des nounous noirs ou des nounous de couleur, et que cela ne peut que nous faire penser à ces estampes du colonialisme qui Bien venaient d'ailleurs, et comme si le colonialisme était toujours, et d'ailleurs de plus en plus en vogue dans les jardins publics français. Enfin, c'est là où Oui, oui, ces femmes blanches peuvent aller même dans des réunions féministes, puisqu'il y a des femmes noires et racisées qui s'occupent de leurs enfants, qui vont faire la cuisine, qui vont nettoyer leur maison. Donc oui, il y a vraiment une structure raciste et qui est très, très difficile à admettre pour beaucoup, mais je dois dire que aussi, malgré tout, il y a énormément de travail antiraciste, énormément de mouvements de plus en plus et de plus en plus vocaux, de plus en plus qui affirment des choses. Il y a de plus en plus de travaux et d'études. Mais la caste qui est au pouvoir est très, très, très résiste énormément et donc dit que il y a eu des attaques depuis 2019, il y a eu des dizaines de pétitions contre les décoloniaux, contre la théorie du genre, contre ce qu'ils appellent qu'on se prend pour des victimes et contre les antiracistes qui seraient les racistes, puisqu'il n'y a incroyable. pas de race. Il n'y a pas de race, donc de parler de race, ça veut dire que nous sommes racistes. Voilà. On va revenir sur ça dans une deuxième partie du programme. On va passer aux annonces et on revient. Parce que c'est quand même un sujet très important. Nos vamos a una pausa y volvemos con Françoise Vergès. Estamos de vuelta con Françoise Vergès, hablando de los procesos decoloniales. Françoise, nous parlions justement, nous abordions un peu, je pense, cette intuition d'Aimé Césaire, cette intelligence qui prévoyait précisément qu'on ne pouvait pas faire une colonisation, on ne pouvait pas appliquer certaines règles, certains pouvoirs sur d'autres personnes sans que cela nous retombe sur la tête des colonisateurs à l'intérieur de leurs frontières même, n'est-ce Oui. pas? On parlait donc qu'il ne fallait pas seulement décoloniser ou terminer le processus, ou au moins continuer un processus de décolonisation dans les anciennes colonies, mais aussi peut-être décoloniser, ou sûrement la France. Et bon, pour nous, c'est aussi dans l'Espagne sûrement qu'il faut aussi décoloniser. Et vous nous parlez aussi de la polémique qu'il y a en France en ce moment, justement. Il me semble que cela s'appelle, j'ai lu quelque part, le printemps républicain contre la pensée décoloniale. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de ça juste avant d'aborder le féminisme et la décoloniale? Oui, ce qui est intéressant, c'est que cette attaque vient de la gauche. Elle ne vient pas de l'extrême droite. Il y a une attaque de l'extrême droite, il n'y a même pas besoin d'en parler. Mais elle vient de la gauche. Et vous citiez Césaire, et c'est très important parce que Césaire en était tout à fait conscient, et Fanon aussi, Frantz Fanon aussi, mais Césaire, dans sa lettre de démission du Parti communiste français en 1956, parle du fait que la gauche, pour parler de ce choc en retour, de ce formidable choc en retour, et du fait que le racisme ne peut pas rester là-bas, va revenir même dans les idéologies progressistes, les idéologies émancipatrices, communistes, féministes, socialistes. Et il dit, vous voulez bien la fraternité, mais tant que vous êtes le grand frère, ça s'appelle du fraternalisme. Et depuis, la gauche ne s'est jamais décolonisée en France, réellement. Et donc, ce printemps républicain et d'autres d'ailleurs initiatives récentes, comme quelque chose qui s'appelle l'Observatoire du décolonialisme et qui a la mission de nous dénoncer, de dénoncer les décoloniaux, vient de la gauche. Ce sont des personnes de la gauche. Et ça, c'est très important à souligner. La gauche française n'est pas du tout, ne s'est pas décolonisée. Elle reste très attachée à un universalisme abstrait que Césaire aussi dénonçait, Fanon, puis des féministes décoloniales en France. Et ça vient donc, cette réaction vient aussi
je pense aussi de ces personnes qui voient que le sol bouge sur leurs pieds, que que leur domination est menacée. Ils dominaient à l'université, ils dominaient dans les journaux, ils dominaient en politique. Ils continuent à dominer, mais en même temps se construisent à côté des tas d'endroits autonomes d'eux et qui se disent ben, continuez à bavarder, nous on va faire nos affaires. Et ça, c'est insupportable à la suprématie blanche et bourgeoise. Qu'on fasse les choses sans eux, qu'on dise ben, on fait nos affaires, tant pis pour vous. Donc la réaction est très violente, la réaction est très violente. Il y a des dénonciations dans les journaux hein, avec des photos de personnes qui sont les nouveaux ennemis. Il y avait un grand magazine qui a sorti les nouveaux fanatiques. Et il y avait des photos de quelques-unes, dont la mienne d'ailleurs, voilà, qui étaient présentées comme les personnes menaçantes aujourd'hui, la France et la République. Donc oui, c'est très violent. Et je le répète, ça vient d'une gauche française extrêmement qui ne veut absolument pas lâcher la place, qui ne veut pas partager, qui ne veut pas admettre que et qui ne veut surtout pas se décoloniser. D'accord. Dans ce sens, je voulais vous demander si l'esclavage et la violence font forcément partie du passé de tout mouvement décolonial. Et si oui, justement, ce refus à se décoloniser ne vient pas de la connaissance de ce passé d'esclavage et de violence. Oui, je pense, vous avez tout à fait raison. Pour moi, d'ailleurs, en tout cas, l'esclavage, la plantation, sont absolument fondamentales. Ce sont les piliers du système dans lequel nous vivons encore. De racisme, d'exploitation, de dépossession, le viol systématique comme forme de domination, vraiment, et que c'est toujours avec nous. C'est toujours avec nous dans sa destruction de l'environnement, dans sa destruction des communautés, dans la monoculture, la destruction des sols, de l'air, de l'eau et des communautés. Donc le système esclavagiste est fondateur pour le capitalisme actuel, dans son organisation, même dans ça, n'oublions pas que c'est sous l'esclavage qu'ont été pensées la manière le commerce international, là aussi la division, on peut dire. Hein. Le Brésil sera le café, Haïti, ça sera le sucre, la Guadeloupe, ça sera la banane. Et donc, ces répartitions continuent aujourd'hui. Le Sénégal, ça sera la cacahuète, et ça continue aujourd'hui. Donc, l'extractivisme, qui était vraiment au cœur de l'esclavage, à la fois l'extractivisme de la force de travail, du continent africain, de corps transbordés et épuisés jusqu'à une mort prématurée, et l'épuisement des sols, des ressources, des terres continue à être au cœur du système d'exploitation et d'expropriation. Donc oui, je pense pour moi, et je pense que c'est ça qui est toujours pas compris, en tout cas en Europe, en France et en Europe même, il y a une condamnation morale de l'esclavage, de dire que c'est mal, mais absolument pas de compréhension que c'est une des fondations du monde dans lequel nous continuons à vivre aujourd'hui. Pourquoi le féminisme avec perspective décoloniale n'est pas universellement accepté dans le mouvement du féminisme, puisqu'il parle justement d'une critique et d'un refus du système capitaliste et donc patriarcal? Mais parce qu'il y a beaucoup, alors dans le féminisme en Europe et le féminisme français, il y a eu, surtout à la fin, je dirais de plus en plus vers la fin des années 1990 et les années 2000, de plus en plus une idée que le féminisme était spécifique à l'Europe. C'est l'Europe qui avait donné naissance à l'idée de l'égalité, à l'idée des droits des femmes. Et que tous les autres pays ne savaient pas, toutes les autres cultures, et qu'il fallait que la France, les féministes blanches européennes, apportent aux femmes du monde cette idée. Et elles sont devenues de plus en plus réactionnaires, elles sont vraiment devenues de plus en plus réactionnaires. En Europe, il y a des féminismes très, très réactionnaires, des féminismes étatiques, des féminismes des femmes qui ont été à gauche, qui ont été des grandes féministes dans les années 70 et qui sont aujourd'hui absolument à droite. Donc il y a un mouvement, la droitisation d'une certaine gauche a touché aussi ce féminisme. Le féminisme n'a pas été, c'est ce que je dis souvent, le féminisme ne peut pas être innocent de tout ce qui se passe autour. Bien Donc sûr. il est touché par le fascisme,
par le communisme, par le néolibéralisme, par des tas de choses. Je veux dire, il n'échappe pas, c'est pas quelque chose qui flotte comme ça de manière pure. Mais donc, le féminisme décolonial ne serait donc pas un élargissement de ce féminisme à l'occidental ou de ce féminisme blanc, c'est-à-dire on refuserait cette idée de, il y a d'abord eu le féminisme des européennes et puis après vient, ça s'élargit vers un féminisme décolonial qui prend en compte d'autres choses. Sinon, enfin, ça serait une perspective, mais je pense que vous signalez plutôt une idée comme quoi le féminisme décolonial, en fait, prend d'autres bases. Il n'est pas redevable du féminisme intérieur, mais prend d'autres bases. Quelles seraient ces bases? Alors, d'une part, évidemment, l'antiracisme, est absolument fondamental. Et ça peut pas être quelque chose à côté. Ça peut Mais pas ce n'est pas être quelque chose qui s'ajoute au c'est féminisme pas quelque chose qui intérieur. s'ajoute. D'accord. C'est au cœur, l'anticapitalisme et l'anti-impérialisme, donc l'anti-patriarcat. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi de penser, justement, de partir des femmes qui ont été les plus précarisées, qui sont les plus précarisées, les plus vulnérabilisées, parce que lorsqu'elles seront libres, toutes les femmes seront libres. Bien sûr. Donc de partir de celles qui sont fabriquées comme plus vulnérables, plus précaires, et c'est celles-là. On peut pas, le féminisme enfin, il y a un féminisme bourgeois, mais c'est pas, il ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, un féminisme de libération ne peut pas être un féminisme qui ne prend pas et qui ne part pas de là et qui n'écoute pas ces femmes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles disent, ou que ça peut être les femmes qui se battent pour le droit à la terre, contre la déforestation, et là, enfin, ou les femmes de ménage, et c'est leurs demandes qui sont pour moi en fait, les plus transformatives de la société. Pas celles qui demandent d'être au siège des grandes corporations, de devenir les grands patrons. Une égalité dans un système, enfin une égalité avec des hommes qui Oui, sont qui reposent sur l'inégalité, n'est-ce pas? qui repose sur l'égalité, dont la fortune s'est faite par l'exploitation et l'extraction. Il n'y a jamais de mystère, hein. Vous ne pouvez pas devenir un ultramilliardaire en travaillant Bien toute la sûr. journée. Vous faites travailler. Alors on a vu qu'on peut être féministe sans être décolonial. Mais est-ce qu'on peut être décolonial sans être féministe? Je pense que c'est vraiment, on peut ne pas vouloir se dire féministe, mais je pense que sans tenir compte de la question de genre et des genres et des sexualités, ce sont des luttes qui seront pas complètes, qui ne seront pas pleines. Moi, je pense à ce que Maria Lugones disait de la colonialité du genre, qu'il n'y a pas simplement une colonialité, que le genre joue, qu'il y a eu une plus grande, la sexualisation et l'animalisation des femmes indigènes, racisées, noires, est importante à l'intérieur. C'est pas tout le monde. On n'est pas tous dans la même chose. Et qu'il doit y avoir une analyse du patriarcat de la part des femmes du Sud, de la part des femmes racisées et noires, qui ne peut pas être celle des féministes blanches et bourgeoises. Donc on pourrait être décolonial sans être féministe, mais ça voudrait dire que je pense qu'il y aurait quelque chose en moins. Bien Et je sûr. le dis, hein, moi, si on ne veut pas s'appeler féministe, c'est pas, mais quand même, ne pas tenir compte de l'oppression des femmes, des trans, des queers, des travailleuses du sexe, de toutes les personnes qui sont dites, qui sont vues comme femmes, comme féminisées par la société, je trouve que c'est absolument c'est ne pas comprendre sur quoi repose la société. La société repose sur l'exploitation des femmes tous les jours, dans le monde, hein, partout, même dans toutes les communautés, dans toutes les communautés. Françoise, nous sommes au bout du programme. Aimeriez-vous ajouter quelque chose? Que je suis, je vous le disais auparavant, très attentive à ce qui se passe en Amérique centrale et du Sud, ce qu'on appelle l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, aux luttes des femmes, des peuples indigènes, des femmes, des queers. Je trouve ça des luttes pleines de courage, pleines de vigueur et d'énergie, et qui sont vraiment, qui portent quelque chose de formidable, de formidable. Je suis très attentive, donc force et courage à tous ces mouvements. Et vraiment, je les salue avec beaucoup de chaleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Françoise Vergès.
Eh ben, nous vous suivrons, nous vous lirons et j'espère que nous continuerons à échanger des idées sur le féminisme, le décolonialisme et qu'on réussira à mener toute cette histoire au bout, à bon Oui, terme. je pense qu'on y arrivera. Ça sera long, mais on va y On arriver. y arrive. Oui, C'est oui, ça. on y arrivera. C'est parfait. Ben, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bueno, pues nos despedimos de Françoise. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que disfruten el film.